Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur Télé Liban. En visite à Beyrouth, l'ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Thomas Barak, transmet un message clair. L'implication du Hezbollah dans la guerre en cours serait une erreur très grave. Alors que la tension monte au sud du Liban, le diplomate multiplie les rencontres avec les plus hauts responsables libanais et évoque sécurité, désarmement et coopération régionale. À Beyrouth, Thomas Barak, l'ambassadeur américain en Turquie, envoyé spécial temporaire pour la Syrie, a été reçu par les plus hauts responsables libanais dans un contexte régional des plus instables. Premier arrêt, le palais de Babda. Thomas Barak a informé le président Joseph Aoun qu'il suivra temporairement le dossier libanais, le temps de nommer un émissaire permanent. Au cœur des échanges, le rôle du Hezbollah dans le conflit, le respect de la résolution 1701 et l'avenir du déploiement de la FINUL. Le président Aoun a réaffirmé l'engagement du Liban à appliquer la résolution onusienne malgré l'occupation israélienne persistante des collines du Sud. Il a appelé à un retrait israélien total et à l'arrêt des violations. Aoun a également souligné que le Liban poursuit ses efforts pour garantir l'exclusivité des armes à l'État, estimant que la stabilité dépendra aussi d'un apaisement régional. Thomas Barak a pour sa part déclaré « Nous voulons éviter une nouvelle guerre. Si le Hezbollah intervient, ce serait une très mauvaise décision ». À Ain Tine, le diplomate a rencontré le président du Parlement Nabih Berri. Il a réaffirmé l'engagement de Washington à aider le Liban à sortir de la crise, tout en appelant à plus de coopération sécuritaire, notamment à la frontière syrienne. Barak a salué les efforts de réforme lancés par le Liban et confirmé le soutien américain au gouvernement et à l'armée libanaise, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Alors que les tensions entre Israël et l'Iran se répercutent sur le Liban Sud, les discussions sur le désarmement du Hezbollah refont surface. Barak relance l'idée d'un processus pas à pas, retrait israélien contre mesures libanaises. Reste à savoir si les messages diplomatiques seront entendus avant que les missiles ne parlent. Les épisodes les plus violents de la guerre entre l'Iran et Israël se succèdent. Un hôpital israélien touché, des sites nucléaires iraniens visés et une diplomatie mondiale en alerte. Au 7e jour de la guerre entre l'Iran et Israël, les hostilités s'intensifient, les accusations fusent et une possible rencontre à Genève pourrait ouvrir une brèche diplomatique. À Beersheba en Israël, l'hôpital Soroka a été touché de plein fouet. Au moins 137 blessés ont été recensés. L'établissement soignait de nombreux soldats israéliens revenus de Gaza. Les tyrans de Téhéran paieront un prix lourd, a promis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous intensifierons nos frappes, l'Iran devra répondre de ses crimes, a-t-il ajouté. Mais Téhéran affirme ne pas avoir visé l'hôpital. Selon l'agence IRNA, la cible était une base de renseignement israélienne voisine. L'hôpital, selon l'Iran, n'aurait été touché que par l'onde de l'explosion. En parallèle, Israël a frappé un réacteur nucléaire à Arak et un site à Natanz, des cibles sensibles au cœur du programme nucléaire iranien. L'Iran, de son côté, accuse l'AIEA de complicité dans cette guerre. L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme ne pas pouvoir certifier l'usage pacifique de l'uranium enrichi en Iran. Une rencontre est envisagée vendredi à Genève entre l'Iran et les ministres européens de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, en présence de la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Alors que la Chine appelle à la fin des hostilités, les regards se tournent vers Genève où pourrait se jouer une chance fragile d'apaisement. Alors que le ciel syrien est régulièrement traversé par les missiles iraniens et les interceptions israéliennes, les Syriens adoptent une posture de spectateurs fatigués. Dans un pays ravagé par 14 ans de guerre, l'heure est à la neutralité prudente et à un désir profond de paix et de reconstruction. Des éclairs dans le ciel syrien, des bruits sourds au loin. Mais cette fois, ce n'est pas leur guerre. Depuis une semaine, les Syriens regardent passer les missiles iraniens et les frappes israéliennes comme on regarde un orage, avec inquiétude mais à distance. Mohamed Khair el-Giroudi est chirurgien, il témoigne.
On regarde les missiles depuis le balcon, mais on ne veut pas s'en mêler. Ce n'est pas notre guerre, on veut reconstruire, pas revivre l'enfer. Après la chute du régime Assad en décembre dernier, le ressentiment envers l'Iran est palpable. Le pays a payé le prix de l'ingérence de Téhéran, acteur central de la répression du soulèvement syrien. L'acteur Ahmad Mallas souligne « J'ai de la compassion pour les Iraniens et les Palestiniens, mais on espère se débarrasser des deux régimes, iranien et israélien. Pour le nouveau pouvoir syrien, la priorité est claire, la reconstruction. Damas n'a pas condamné les frappes israéliennes et garde le silence face à la guerre qui s'intensifie autour. L'analyste Bassam Al-Souleyman estime que la neutralité est une stratégie. Le peuple en a assez, la Syrie ne peut plus se permettre une guerre de plus. Malgré les tensions, la jeunesse syrienne tente d'avancer. Le soir, les terrasses se remplissent, même si les missiles strient encore le ciel. Sarah, 27 ans, est médecin. Elle dit « On essaie d'oublier la guerre, mais on a peur que tôt ou tard, elle nous rattrape. En Syrie, la paix est encore fragile et l'équilibre précaire. Alors que le Moyen-Orient s'embrase, les Syriens veulent surtout rester à l'écart. » Fidèle à son style, Donald Trump entretient le flou sur l'implication des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran. Entre menaces voilées, révélations de Wall Street Journal et l'ultimatum rejeté par Téhéran, le président américain souffle le chaud et le froid depuis la Maison-Blanche. Une phrase, une posture. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Donald Trump laisse planer le doute sur une éventuelle intervention américaine directe contre l'Iran. Personne ne sait ce que je vais faire. Interrogé à plusieurs reprises, le président américain a confirmé qu'aucune décision finale n'a été prise, tout en précisant qu'il aime décider une seconde avant la limite. Je ne cherche pas le conflit, souligne-t-il, mais s'ils doivent avoir la bombe ou qu'on les arrête, il faudra peut-être agir. Pour la deuxième fois en 2 jours, Donald Trump a rejoint la Situation Room, le centre nerveux des décisions militaires à la Maison-Blanche. Selon le Wall Street Journal, le président américain a approuvé des plans d'attaque tout en suspendant leur mise en œuvre pour laisser une dernière chance à la diplomatie. Une diplomatie sous tension, Trump affirme que l'Iran a contacté Washington pour négocier. Téhéran dément catégoriquement. L'Iran ne négocie pas sous la contrainte et ne rampera jamais aux portes de la Maison-Blanche, affirme Téhéran. Entre ambiguïté stratégique et pression maximale, Washington garde la main sur l'escalade ou la désescalade, mais pour combien de temps? Alors que la guerre fait rage entre Israël et l'Iran, Vladimir Poutine tente de se positionner en médiateur. Depuis Saint-Pétersbourg, le président russe estime qu'une issue diplomatique reste possible. Depuis Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine appelle à la prudence et estime qu'une solution entre Israël et l'Iran reste possible. Le président russe réaffirme ses liens avec Téhéran tout en proposant une médiation rejetée par l'Occident. Poutine a souligné qu'il s'agit d'une question délicate, mais je pense qu'une solution acceptable pour les deux parties peut être trouvée, a-t-il ajouté. Selon lui, les frappes israéliennes n'affaiblissent pas Téhéran, mais renforcent au contraire l'unité de la population autour de ses dirigeants. Interrogé sur une possible élimination du guide suprême iranien par Israël, Poutine s'est montré ferme. « Je ne veux même pas discuter d'une telle hypothèse », a-t-il martelé. L'Iran est accusé par les Occidentaux de fournir des drones Shahed à Moscou. Pourtant, selon Poutine, Téhéran n'a pas demandé d'aide militaire face à Israël. Moscou avait proposé sa médiation dès les premières heures du conflit, mais ni Washington ni Bruxelles n'y croient. Pour l'Union européenne, la Russie n'est pas un acteur neutre. Donald Trump, lui, ironise sur la médiation russe. Il a déclaré sarcastique qu'il règle déjà ses propres conflits, il pourra s'occuper du Moyen-Orient plus tard. Entre diplomatie affichée et rivalité géopolitique, la guerre des déclarations se poursuit, pendant que la guerre réelle, elle, continue de s'intensifier. À une semaine du sommet de l'OTAN à La Haye, Vladimir Poutine affirme que le réarmement occidental ne constitue pas une menace pour la Russie. Le président russe vante d'autosuffisance militaire de son pays, malgré les tensions persistantes autour de l'Ukraine.
Confiant et offensif, Vladimir Poutine s'est adressé aux grandes agences de presse étrangères depuis Saint-Pétersbourg. Objectif, rassurer et montrer les muscles. Nous ne considérons aucun réarmement de l'OTAN comme une menace. La Russie est autosuffisante en matière de sécurité, a-t-il souligné. Alors que l'OTAN pousse ses membres à augmenter leurs dépenses militaires, Moscou affirme que son appareil de défense reste pleinement opérationnel et en constante amélioration. Nous améliorerons encore nos forces armées et contrerons toutes les menaces. Cela ne fait aucun doute, a affirmé Poutine. Pour le Kremlin, la guerre en Ukraine s'inscrit dans un affrontement plus large contre l'OTAN, considéré comme une menace existentielle pour la Russie. Une vision rejetée par les Occidentaux qui soutiennent Kiev. De son côté, l'Ukraine réclame des garanties de sécurité à l'Alliance en vue d'éventuelles négociations de paix. Une démarche jugée vitale par le président Zelensky. Le sommet de l'OTAN, prévu la semaine prochaine, sera scruté de près. La question des moyens militaires et du soutien à Kiev occupera une place centrale. Poutine, lui, critique une hausse des budgets militaires qu'il juge inutile pour les États membres eux-mêmes, mais se dit prêt à relever tous les défis. Dans une guerre où la communication est aussi stratégique que les armes, la Russie affiche sa détermination pendant que l'Occident s'organise. En note finale et pour sa 25e édition, la fête de la musique s'impose plus que jamais, comme un rendez-vous culturel incontournable au Liban. Du 13 au 22 juin, des dizaines de concerts gratuits animeront Beyrouth et les régions dans un élan de diversité et de résistance artistique. Dans un contexte régional sous tension et une situation intérieure toujours fragile, comment maintenir vivante une telle mobilisation culturelle? Quelle ambition, quel message et quel défi pour cette édition anniversaire? Rencontre avec Charlotte L. entre passion, engagement et espoir. 25 ans, c'est un anniversaire très important pour la fête de la musique au Liban. C'est un quart de siècle. C'est toute une génération qui s'est renouvelée en 25 ans et c'est pour nous très important de pouvoir renouveler aussi notre public, offrir toujours la même qualité et c'est un gage de succès de cet événement, de fidélité du public et c'est un gage de notre engagement auprès des musiciens aussi. Cette année, comme vous l'avez dit, ce sera à travers tout le pays, comme chaque année. On essaye vraiment de mailler tout le territoire grâce à... Ça s'étend de Zahle à Tripoli, à Jouni, partout. Oui, évidemment, on essaye de couvrir selon aussi les possibilités et la situation sécuritaire, mais toutes nos antennes sont mobilisées pour cet événement. Et avec les partenaires locaux, évidemment, les municipalités sur lesquelles ils s'appuient aussi. C'est très important pour nous de pouvoir être présents partout et d'offrir cette fête à l'ensemble du public, où qu'il soit et quel qu'il soit. Comment alors vous faites le choix des lieux et des personnes qui doivent être présents dans cet événement? Alors il y a un aspect essentiel de la fête de la musique et c'est ce qui avait été voulu à l'origine par Jack Lang, le ministre français de la Culture qui avait créé cette fête en 1982, il y a plus de 40 ans. C'est vraiment que cette fête prenne l'ensemble de l'espace public au maximum. Donc il y a vraiment cette notion d'accessibilité, de présence dans l'espace public. Donc à Dar el Amar, par exemple, on sera sur la place publique, à Jounieh également devant la municipalité. À Beyrouth, on a choisi un lieu aussi emblématique de l'espace public qui sont les jardins de la bibliothèque municipale. Donc vraiment cette notion d'accessibilité, elle est essentielle pour nous. Ensuite, l'accessibilité évidemment par la gratuité. Tous les événements sont gratuits, c'est vraiment le principe de la fête de la musique, que les musiciens amateurs et professionnels puissent se produire devant un public aussi varié que possible. C'est encore plus valable même, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment des moments qui sont essentiels dans ces périodes tendues, où on a vraiment besoin de moments de partage, de vivre ensemble, et puis d'évasion aussi, un peu, d'oublier le temps d'un moment ses soucis, ses peurs. Donc vraiment la musique c'est un langage très puissant pour ça et ça permet à tout le monde d'être ensemble. Donc évidemment cette accessibilité elle est encore plus essentielle dans ces périodes-là et bien sûr on le fait en prenant en compte le contexte sécuritaire et on veut toujours assurer la sécurité du public. Donc voilà, mais l'accessibilité reste un des maîtres mots y compris dans cette période difficile. Je peux vous parler de la grande soirée qui aura lieu à Beyrouth le samedi 21 juin à partir de 17h dans les jardins de la Bibliothèque nationale à Sanayeh, à Hamra. À partir de 17h, donc, vous pourrez trouver
les jeunes de Hanadil Skate Brigade qui feront des chants populaires. Ensuite, il y aura des groupes un peu plus expérimentaux et fusion, Karam, Ashira, qui feront des propositions. C'est tellement varié là. Voilà. Ensuite, on aura un peu de musique pop avec Joy Janet et Club Martini, la très prometteuse Sarah Mansour. Et on aura un petit intermède de percussion brésilienne avec Bloco Rubarosa. Et à la fin, on terminera par deux groupes de rock, plus psychédélique, un peu plus rock, voilà, pour les amateurs. Donc il y aura Arouk et Tekrar. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous à partir de vendredi soir à Tripoli. Ensuite, samedi, ce sera évidemment à Beyrouth, mais aussi à Der El Amar, à Baalbek, à Zahle, à Jounieh, à Saïda. Et dimanche, on aura aussi Saïda et Jounieh, où vous pourrez assister à des concerts. Un dernier mot pour le public libanais, pour participer à cette édition. Ahlan wa sahlan. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne soirée à vous et à demain.